Bonjour à tous et bienvenue sur A Toute Chaîne. Aujourd'hui, en ce jour férié, on vous fait travailler vos zygomatiques car selon les médecins, rire 5 à 10 minutes par jour permettrait de se maintenir en bonne santé. Alors qu'en est-il en entreprise? Rions-nous assez de manière générale et rions-nous surtout lors d'une conduite du changement? La question mérite d'être posée. En effet, lorsque celle-ci est malmenée, les risques sont nombreux. Baisse de motivation, baisse de satisfaction, baisse de cohésion et donc baisse de performance. Et là, c'est le drame, le scénario catastrophe, l'hécatombe, la mort du projet. Alors plutôt que de s'enterrer vivante, certaines entreprises choisissent de faire appel à l'humour pour dérider ces situations. Le but, provoquer rire et sourire et dédramatiser des situations complexes pour avancer et aboutir aux objectifs fixés. Ainsi, et sous réserve qu'il soit bien mené, l'humour apparaît donc comme un outil indispensable pour trouver des solutions à ce qu'un changement peut faire apparaître comme problématique. Dans cet épisode, Michel, notre invitée du jour, nous parlera donc de son métier, des bienfaits de l'humour, des ateliers qu'elle met en place et bien sûr de ses limites. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast d'A Toute Change. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'humour. En effet, dans l'ouvrage d'Autissier et Arnegui, Petit traité de l'humour au travail, une enquête relève que 96% des salariés interrogés estiment que l'humour est indispensable, très important et important dans les relations professionnelles. Cependant, dans les faits, cette forte attente n'est satisfaite que de façon imparfaite, car 63% estiment que l'humour n'est pas suffisamment mobilisé au travail. Alors aujourd'hui, chez A Toute Change, on vous a entendu et on a l'immense plaisir de recevoir Michel Côme, humoriste, conférencière et fondatrice de Comic Humour Incorporated. Michel, bienvenue. Bonjour. Première question très simple, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qu'est Comic? Alors Comic, déjà, c'est censé être humoristique déjà par son nom, puisque je m'appelle Côme, Michel Côme, et INC pour Incorporated, puisque je m'adresse à des entreprises pratiquement exclusivement. Alors ce que fait Comic, c'est traiter des questions qui sont super sérieuses, qui sont stratégiques, qui sont innovantes, mais par le biais de l'humour. Donc à l'inverse, je dirais, des consultants qui font une analyse d'une situation et qui vont plaquer des méthodos qui ont fait leurs preuves, qui sont souvent très intéressantes, passionnantes. Moi, je pars de la glaise que sont les gens, la problématique, le matériau brut, et en fait, je révèle l'humour des managers, des dirigeants, à l'occasion d'ateliers, de sketchs, de conférences, où ils peuvent justement déceler des aspects de leur personnalité qui les rendent plus humoristiques ou plus perceptibles à l'humour. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Depuis 2011, j'ai créé Comic en 2011. Et c'est vrai que là, je dirais que les prestations ont évolué. Parce qu'au début, moi, je pensais qu'on allait me faire un chèque pour faire rire les gens, point barre, quoi. C'était acquis. Et d'ailleurs, j'ai toujours un accueil très favorable. On a très envie de s'amuser. On a compris les bienfaits de l'humour au travail. Mais d'ici à faire un chèque juste pour faire rire les gens, en fait, j'ai dû faire évoluer mon offre vers quelque chose de plus mesurable, plus impactant, qui a un bénéfice direct sur le quotidien de l'entreprise et des collaborateurs. C'est très intéressant comme approche, surtout que l'humour, c'est pas quelque chose finalement de commun encore ou de démocratisé. Mais c'est vrai qu'en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que l'humour, c'était assez compliqué à définir parce qu'il est singulier, il est propre à chacun et il peut se manifester sous plusieurs formes. On a par exemple l'humour noir, la raillerie, le non-sens, la parodie, l'autodérision. Est-ce que tu peux nous donner ta ou tes définitions de l'humour? Alors volontiers, parce que c'est quand même une question à laquelle j'ai pas mal réfléchi. Et c'est très difficile de définir l'humour, parce que très vite, ça devient ennuyeux. Et la conclusion est pratiquement toujours, en fait, ça dépend des gens, ça dépend du moment, ça dépend du cadre, ça dépend des circonstances. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est singulier. Alors, c'est vrai que on a de l'humour universel. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va tous rire d'un film de Charlie Chaplin? Parce que c'est burlesque. Et donc on voit la faiblesse humaine, on se reconnaît et on rit. Mais est-ce que c'est de l'humour? C'est plutôt du rire. L'humour, lui, il est très social. Il est vraiment lié à
un référentiel culturel. Donc, il y en a autant que de gens, hein, pratiquement, autant que de groupes. Alors moi, je dirais, ma définition, c'est une vision décalée du monde à un instant T. Donc ce qui peut être aussi drôle aujourd'hui, le sera moins demain. On voit bien, avant on disait par exemple d'un endroit qui était chaotique, oh là là, c'est un vrai Sarajevo. On dit ça aujourd'hui, ceux qui n'ont pas connu cette période de l'actualité, on dira aujourd'hui c'est un Mariupol. Donc c'est vraiment très difficile de capturer des circonstances et de les modéliser. Et c'est pour ça que je suis un petit peu tranquille encore longtemps. L'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable de reproduire de l'humour. Okay. Voilà, ça viendra, je pense que ça viendra. Mais aujourd'hui, les algorithmes n'ont pas la capacité de collecter toutes les datas, de les comparer à des situations, des référentiels culturels, pour arriver à produire, je pense, des vannes. Voilà. Donc il y a un marché à prendre. Tu en parlais tout à l'heure, mais du coup, l'humour et le rire, je comprends que c'est deux choses qui sont quand même distinctes, mais j'ai l'impression qu'ils sont liés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que par l'humour, il faut forcément faire rire? Ou est-ce que le rire, finalement, c'est forcément de l'humour? Alors, j'ai pareil longtemps essayé d'analyser. Voilà où j'en suis arrivée. Alors, le rire est avant tout un phénomène physiologique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas contenir. Tu ris à un enterrement, nerveusement, tu ris dans les pires endroits. Ça, tu peux pas le contenir. En revanche, l'humour passe beaucoup plus par l'intellect. Donc, tu peux plus le contrôler. Donc, il y a certains qui ont un trait d'esprit, par exemple, d'autres qui ont un humour qui fait rire, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent un humour qui fait sourire, où on trouve que c'est bien vu. Et ça suffit souvent. Donc, c'est vrai que chez Comique, moi, ce que je recherche, c'est pas forcément l'éclat de rire, mais c'est plutôt le petit œil qui frise. Voilà, le sourire et l'œil qui frise, c'est déjà pas mal. C'est vrai que l'humour fait partie intégrante de notre aide sociale, mais il est souvent opposé au monde du travail et de l'entreprise car il peut faire preuve d'un manque de sérieux. Pourquoi, à ton avis, cette fausse croyance? Et peux-tu nous indiquer au contraire quels en sont les bienfaits? Alors, cette opposition résiste bien, ça je dois l'avouer, parce que tu as raison de dire que c'est une fausse croyance, parce qu'en fait, nous, on a quand même tous envie de travailler dans la bonne humeur. Bah bien sûr, surtout qu'on travaille 5 jours sur 7. Ben voilà. Donc, je vois personne qui va dire non, en fait, moi, j'aimerais bien m'ennuyer, je voudrais être vraiment dans du super sérieux. En fait, en disant ça, j'en connais. J'en connais des gens comme ça, que l'humour dérange. C'est-à-dire que quand ils ont... C'est une typologie de personnes qui, quand ils sont au travail, sont au travail. Il ne faut pas les déranger avec quelque chose qui va les écarter de leur mission, de leur tâche. Ils sont rares, ils sont rares. Et ceux-là, ils sont gênés. Si tu arrives avec une blague, ils perdent leur référentiel, justement, ça les dérange. Mais heureusement, ils sont rares. La plupart du temps, les gens ont très, très envie de se marrer, quoi. Et ça fait partie du moteur pour se lever le matin pour aller travailler. Même en visio, même d'autant plus en visio, je dirais maintenant, parce que on est bien chez soi et on a encore une visio qui va durer des heures et on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc, de savoir qu'on va avoir un moment agréable avec des gens sympas, c'est très, très motivant. Je ne vois pas pourquoi on voudrait être super sérieux pour gagner plus de thunes, pour avoir plus de pouvoir. Ça, c'est un prototype un peu masculin des années 50. Ouais. Très costard-cravate, tailleur, talons aiguilles, c'est passé. Donc on est beaucoup plus aujourd'hui dans une formule d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, heureusement. Donc du coup, c'est plus facile aussi de faire accepter que l'humour fait partie intégrante du boulot. Et Eisenhower a quand même dit il y a 80 ans, le sens de l'humour fait partie intégrante du leadership, crée du lien entre les personnes et améliore la performance. Donc depuis 80 ans, on devrait l'appliquer. Le sens de l'humour devrait être un critère de recrutement. Ben voilà. Mais je crois qu'il y a une posture de sérieux qu'on a pas mal, plus en middle management. Parce que moi, je m'aperçois quand j'interviens dans des comex, où je joue un peu le rôle du fou du roi, d'observateur des postures, justement, on me demande de faire ça. Les dirigeants
ont beaucoup plus de capacité d'autodérision, sont plus humbles que certains managers qui ne sont pas forcément sûrs d'eux, ou qui ne sont pas sûrs dans leur job. Hein. C'est pas, je ne les juge pas eux-mêmes, mais ils ont peut-être une fonction qui n'est pas très confortable, on va dire. Et à des postes de direction, j'ai vu des gens, souvent des femmes, totalement capables d'autodérision. Et ça, vraiment, c'est le meilleur schéma. De ce que je comprends, l'humour, c'est quand même un facteur de bien-être au travail, du coup, parce que ça incite à la performance, au bien-être et aussi sûrement à la cohésion d'équipe, j'imagine. Est-ce que c'est un facteur de satisfaction pour l'individu? Alors, déjà, le bienfait est déjà physique. Ça détend, ça oxygène, ça détend le diaphragme, ça augmente l'immunité. Donc, en cette période de pandémie, rire beaucoup augmente l'immunité. On peut même dire que si tu ris 5 minutes par jour, je crois que tu gagnes 10 minutes de vie. Ah, c'est Donc vrai. c'est pas mal. Fais le calcul, c'est pas mal. Donc déjà physiquement, le bien-être est réel. Okay. Ensuite, ça crée du lien avec les autres. Donc quand tu travailles avec des gens, forcément ça fonctionne mieux. Ça permet aussi une plus grande ouverture d'esprit. Donc tout ça, c'est satisfaisant. Tu dis quelle satisfaction personnelle, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça fait quelque chose d'énorme, c'est que ça ouvre la créativité. Ça, c'est plus le rire que l'humour, en fait. Parce que en matière de neurosciences, on a détecté que quand tu racontes une blague, tu commences en fait par la zone du plaisir, parce que tu vas raconter la blague, tu vas faire rire les gens, ça te fait plaisir de faire rire les gens. Mais souvent, tu rigoles toi-même à ta propre blague. Voilà, avant de la raconter, ouais. d'accord? Donc là, tu es dans la zone du plaisir, où sont les hormones dopamine, sérotonine et ocytocine. Et au fur et à mesure que tu déroules ta blague, tu passes dans la zone du cortex, parce qu'il faut que tu arrives à ta punchline, à ta chute. À l'inverse, quand tu écoutes une blague, tu commences par le cortex, parce que tu veux la comprendre, la blague, tu suis ce que dit le narrateur, et tu essayes d'ailleurs de deviner la punchline. Et comme la punchline est en opposition avec la réalité, avec ce que tu t'étais imaginé, ça crée un court-circuit dans le cerveau et ça fait l'effet d'une page blanche, ça fait un reset. Du coup, tu repars sur une page blanche. Donc, mon conseil, en réunion de créativité, d'innovation, surtout, commencer par rire, parce que ça débloque la créativité. Donc ça, c'est très puissant. Donc dans les visios, moi j'utilise beaucoup d'icebreaker pour que les gens soient plus créatifs. Quel type d'icebreaker par exemple? Alors j'en ai qui... Alors en visio, c'est pas les mêmes qu'en présentiel. Dans tous les cas, j'aime bien faire bouger les gens, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas collés derrière la table de réunion. En visio encore plus, parce que justement, on est derrière l'écran de l'ordinateur. Et de les faire bouger les bras, bouger la bouche, les oreilles, le nez. En fait, ça crée aussi une détente et une ouverture d'esprit. Donc, pas seulement en physique. Faire bouger, accueillir en musique. Donc, ça fait partie de mes petits trucs. Accueillir en musique, ça c'est tu mets un petit blues ou du reggae ou quelque chose d'entraînant. Une musique un peu déconcertante. Voilà. Oui. Et les gens sont contents d'emblée, quoi, parce qu'ils n'ont pas le nez fourré dans leur smartphone à voir s'ils ont reçu des mails en attendant que les autres arrivent. Et puis dans les icebreakers, il y a des mimes. Donc copier les mimes qu'on voit à l'écran. Mais j'ai aussi montrer une main, montrer un pied, montrer qu'une oreille. Et puis sur le fond, trouver aujourd'hui à quel animal on ressemble. Voilà, est-ce qu'on est plutôt un chimpanzé aujourd'hui ou une mésange Donc ça fait partie aussi des icebreakers qu'on pratique en réunion, hein, où on te demande ta météo du jour, ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, j'essaye toujours que les icebreakers soient en phase avec l'objectif de la réunion. Ce n'est pas juste le fun pour le fun, il y a toujours un objectif pédagogique ou de recherche pour avancer sur un projet. Tu nous as décrit le processus finalement du rire, de la blague, mais c'est vrai que l'humour naît aussi d'une interaction, d'un contexte, et qu'il est souvent spontané. Est-ce qu'il existe tout de même des outils simples à mettre en place pour le favoriser?
et aussi pour mesurer son efficacité. Parce que c'est quand même quelque chose de très subjectif et on l'a dit au début, très singulier, donc c'est dur de mesurer l'efficacité et je suis agréablement surprise de savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel finalement à tes services ou à des services similaires pour favoriser l'humour en entreprise, que généralement tout ce qui est un peu subjectif et qui n'est pas objectif parce qu'on n'a pas des KPI financiers, etc., qui vont calculer ce retour sur investissement, n'est pas souvent mis en place. Alors je crois que déjà ce qu'on vient de vivre, la pandémie, le bouleversement mondial, la guerre, nous a un petit peu remis les pendules à l'heure et qu'on se rend compte que c'est très bien aussi de s'occuper des gens, de leur bien-être, de savoir s'ils vont bien dans leur tête. Donc, et l'humour et rire en fait partie. Donc le soin, voilà, le soin apporté à comment vont les autres. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'installer l'humour en filigrane tout le temps. Parce que pour moi, c'est ça qui est très important. C'est pas juste à des moments choisis, hop, tu lâches quelque chose de fun qui rassure les gens et puis après on repart sur comme avant. C'est typiquement la blague de début de séminaire. Voilà, pour détendre. Et derrière, on balance le bilan, la prospective à 3 ans, les mesures qui vont être prises, qui sont souvent des annonces pas très agréables. Oui, c'est chasser le naturel, il revient au voilà. Donc, par exemple, moi, ça, je fais souvent les sketchs de début de séminaire. Je passe beaucoup de temps en amont pour être vraiment en proximité avec le verbatim de l'entreprise, son quotidien, son ADN, de telle sorte que le meilleur compliment qu'on m'ait fait dans une grande banque, le DRH qui est venu me voir en disant « Mais vous êtes dans quel service ?» Donc m'étais vraiment imprégnée de la culture de l'entreprise pour pouvoir dégager le meilleur humour qui correspondait le mieux à l'entreprise. Je crois que ça, c'est super important. Donc, on fait de plus en plus appel à l'humour, mais je dirais plutôt qu'on commence à l'intégrer naturellement. Donc ça, c'est très très bien. Et moi, ma méthode, c'est par des ateliers d'improvisation théâtrale, d'expérimenter que les gens vivent des situations avec des rôles, des caractères, donc des rôles différents, et changent de casquette. Donc les vie ma vie de changent de casquette, et du coup, ils pigent tout de suite ce que ressent l'autre. Donc l'effet, il est immédiat. C'est pour ça que quand tu dis on peut mesurer, il n'y a pas de KPIs, moi, mes clients me disent après qu'ils ont vu un changement dès le lendemain. Parce que c'est ça, le drame des formations, c'est quand tu rentres de la formation, tu es content, tu as appris des trucs, tu as souvent des acronymes que tu as retenus, des graphiques, machin, voilà. Et c'est très bien ça. Ouais. Mais c'est vrai que dans le quotidien, après, on ne met pas souvent en pratique. Et là, moi, ce que me rapportent les gens, c'est qu'il y a des petites phrases, des petits slogans, des choses qu'ils ont vécues. En fait, ils se le disent parce que ça leur rappelle ce moment-là et qu'ils ont incarné. Ils l'ont vécu avec leur corps. Parce que je fais faire de l'impro théâtrale. Donc là, c'est le corps, l'esprit et le cœur qui sont forcément dans la scénette que tu joues. Et ça, tu ne l'oublies pas. C'est des moments où tu as ri, où tu as ressenti des choses et tu ne l'oublies pas. Donc les KPI, c'est vraiment dans le changement de comportement des gens dès le lendemain. Mais comment on fait si on est une grande entreprise parce que tu n'es pas tout le temps là, du coup tu ne peux pas mettre en place ces différents ateliers et finalement l'humour, de ce que je comprends, doit quand même intervenir dans toutes les phases du projet. Ouais. En tout cas, dis-moi si je me trompe. Ouais. Mais comment finalement on réussit à pérenniser cette approche et surtout à quelle dose? Alors, j'ai mon petit truc. Je parlais tout à l'heure de filigrane. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment imprimer cet esprit décalé, cette vision du monde décalée, tout le temps. Et pour ça, moi, je propose en fait un programme de storytelling. Donc, c'est un mot à la mode. Et en fait, il est souvent chez moi basé sur le voyage du héros, qui est une théorie de narration, de scénarisation, utilisé dans les films américains des années 50 et suivants, et qui a été donc modélisé par Joseph Campbell et ensuite Christopher Fogler. Le voyage du héros se fait en 12 étapes. Tu as l'appel de l'aventure, le mentor, et on s'aperçoit que c'est très très reproductible dans la vie de l'entreprise, comme dans le cadre d'un projet.
Donc en fait, je réunis le groupe qui travaille sur un projet et on dit on va écrire une saga, la vôtre. Donc vous allez choisir une quête. Alors si tu veux, c'est forcément un parallèle par rapport à leur objectif de boulot. Donc c'est une métaphore, c'est imaginaire, mais bon, il y a un lien. Tout le monde pige que cette quête-là, ça veut bien dire ça. Et ensuite, on choisit les personnages avec leurs attributs de façon très chargée, c'est-à-dire on va très loin. Il y a des alliés, il y a des ennemis, il y a des obstacles, il y a des éléments nouveaux. Donc pourquoi j'appelle ça un programme? Parce que je reviens tous les mois et on continue à écrire. Et là, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans l'équipe. On va l'intégrer, son personnage, comment il est, comment il vit ça. Et quand il y a des nœuds à découdre, eh bien justement, on écrit ce qui pourrait se passer pour que ça se passe mieux. Donc en fait, on déporte, c'est vraiment ça le décalage, on déporte la réalité du projet qui est un peu difficile, conflictuel, ou voilà, qui est sous pression comme souvent. Et le fait de le raconter autrement, ça permet de trouver des solutions. Donc ça, pour moi, c'est une méthode à long terme qui permet, et en plus de souder l'équipe. Parce qu'après, ils s'appellent, si tu veux, par les prénoms de la saga. Ah oui. Donc, bah oui, ça imprègne le quotidien. Ah, ça, j'adore faire ça. C'est super, c'est très puissant, en fait. Puis bon, tout le monde a envie d'écrire des Game of Thrones. Enfin, quand je dis tout le monde, non, il y en a qui aiment ça, d'autres qui subissent un peu. Mais on s'aperçoit que, parce que c'est jamais obligatoire, je propose toujours voilà, à ceux qui ont envie d'y aller, et ça entraîne les autres. Ça entraîne ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui se disent c'est quoi ce truc, j'ai déjà assez de mon boulot, je peux pas... Et en fait, c'est très entraînant. Donc ça, c'est super. J'ai l'impression qu'il y a quand même un retour en enfance avec toutes ces histoires d'histoire justement, d'être son propre héros, d'un peu d'imaginer, rêver. Est-ce que ça joue sur le... Ça joue énormément, mais ce que tu viens de dire en fait, c'est se retrouver soi-même. Donc dans soi-même, tu as la part d'enfant, mais il y a aussi ce qu'on appelle trouver son clown. D'accord. Alors ça, trouver son clown, c'est assez profond, c'est pas toujours agréable, et c'est chercher ses faiblesses. Mais c'est une fois qu'on les a acceptées, c'est être capable de les dévoiler. Et pour moi, le dirigeant qui est vraiment drôle et qui va réussir à faire dégouliner de l'humour par capillarité dans toute l'entreprise, c'est quelqu'un qui connaît son clown, qui saura dire, écoutez, sur la partie financière, on va laisser faire notre directrice ou directeur financier, parce que là, c'est pas là que je suis le meilleur. Oui. Voilà, ça ouvre les vannes de la confiance et puis le directeur financier ou la directrice sont aussi contents qu'on leur confie une tâche que le président et la présidente ne peut pas faire. Donc être dans l'axe, c'est ce qu'on dit, être aligné, tu vois, c'est vraiment ça. Donc trouver son enfant, son clown, être soi-même. Et j'ai un exercice... un truc, par exemple, pour débloquer des conflits que j'ai utilisé récemment, d'ailleurs, dans une entreprise où les deux équipes n'avaient pas envie de bosser ensemble, c'est les talents cachés. Donc, en fait, tu fais dire aux gens, ceux qui ont envie, encore une fois, qu'est-ce que vous savez faire que personne d'autre sait faire autour de cette table. Donc, toucher votre nez avec votre langue. Ah oui. On est loin des compétences techniques. Voilà, et même des soft skills. On est vraiment... moi, je connais par cœur les plaques minéralogiques, que des talents inutiles, mais on est les seuls autour de cette table à le faire. Ça, c'est un exercice d'impro qui est assez connu. Sauf que je fais faire derrière autre chose, c'est que je demande après en binôme de vendre le soft skill de l'autre. Donc, par exemple, disons que toi, tu reconnais les voix des acteurs dans les pubs. Donc, je vais dire, justement, Clara, Clara, si vous avez besoin de faire un jeu de reconnaissance de voix, elle est super pour reconnaître les voix des acteurs. Donc, le fait de demander à un tiers de vendre la compétence de l'autre, ça permet de mieux le connaître, d'accepter sa différence, et de créer du lien. Et ça, c'est super. Donc après, je fais un espèce de petit village avec des stands où on vend les compétences des uns des autres. Et du coup, on se respecte plus et les conflits sont réduits. Donc toi, c'est pas... Est-ce que c'est Oui, c'est ça. C'est la première étape pour travailler ensemble. Exactement. Alors, est-ce que c'est de l'humour?
On peut se demander, mais C'est décalé par rapport à ce qu'on ça. attend Ben, de donc manière c'est ça. générale. Je préfère dire décalage Oui. finalement. Tu vois, c'est vraiment le pas de côté, c'est changer de casquette, c'est regarder autrement. C'est vraiment une vision du monde avec un autre prisme. Oui, c'est vrai parce que souvent on a tendance à dire qu'on a deux personnalités, une au travail et une en dehors. Et là, c'est une manière aussi de rapporter et de ramener la vraie personne, sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, et de s'ouvrir un peu aux personnes avec qui tu travailles. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Oui, Moi, quand j'ai commencé à travailler, il fallait Bien surtout sûr. le cacher. Bon, moi, je cachais que je faisais du stand-up le soir, ouais. évidemment. Et c'est lors des fêtes où là, je craquais avec un verre dans le nez, où je commençais à raconter des blagues. Et après, c'était horrible, parce que j'avais, bah, toi qui es une petite rigolote, tu nous racontes une histoire. Et je voulais surtout pas ça. Oui, oui, et puis ça devient gênant Et voilà. à ce moment-là. Voilà. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que être drôle ne nous appartient pas. C'est le public qui juge et non l'acteur. Donc, qui doit être le messager de l'humour? Est-ce que dans un management autocratique, par exemple, c'est plutôt la responsabilité de la direction ou au contraire, c'est à la discrétion de chaque équipe en fonction des personnalités pour avoir un peu cet effet contagieux qui touchera l'ensemble des parties prenantes? Moi, je crois que je t'ai déjà un petit peu répondu, ça vient vraiment de l'équipe dirigeante. C'est l'équipe dirigeante qui imprime un esprit. Parce que sinon, on a quoi? On a un humour réduit à son service, tu vois, à la machine à café, où on a souvent d'ailleurs des petites vannes, des running jokes entre nous, c'est sympa, mais ça remonte pas. Ouais. Ça remonte jamais. Dans aucun... Ouais, ça remonte jamais. Jamais. C'est ce que j'allais te poser comme Non, question. non, ça remonte jamais. En revanche, ça descend. D'accord. Ça met en confiance, donc ben voilà, s'il se permet, elle se permet de faire de l'humour, que moi ça me fait rire, eh ben moi aussi j'y vais. C'est tout ce que The Office a permis, donc la série américaine et anglaise, a permis de montrer que quand il est mauvais, qu'il pratique un mauvais humour et qu'il n'est pas du tout en phase avec les gens, ça tombe complètement à plat. Donc c'est l'exemple à pas suivre. Pourtant, ça fait beaucoup rire. Et voilà, bah oui, oui. Mais là, pour le coup, parce que bah, on se moque un peu de ce gars-là, quoi. Est-ce que du coup, par exemple, regarder The Office, ça serait un bon exercice pour montrer ce qu'il ne faut pas faire ou... Oui, mais le problème, c'est que ceux qui sont mauvais, ben, ils ne se reconnaissent pas. Ah. Donc ça fera rire tous ceux que... Moi, j'ai eu le cas, un gars qui m'a dit, bon, voilà, je vous fais venir parce que là, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il faut les secouer, il faut les... comme ça. Et donc, je suis arrivée dans l'équipe et j'ai commencé à les faire bosser en impro pour justement dévoiler un petit peu. Puis ils m'ont dit, ah bah oui, non mais il vous a demandé ça. Bah oui, forcément, parce que lui, il est complètement, il nous regarde pas du tout avec clarté, quoi. Il a une idée fausse de ce qu'on fait. Donc en fait, il y avait un décalage entre ce que me demandait le dirigeant et l'équipe qui avait complètement conscience de son manque d'humour, justement. C'est pas évident, ça. Oui, ça, C'est pas touchy, évident, c'est ouais. touchy, c'est touchy. Mais je pense que ça a permis justement de, en effet, enfoncer le clou de ce que demandait le boss et puis ce qu'avait compris l'équipe. Donc j'ai un petit peu plus servi de messager, je dirais. C'est un travail progressif, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il faut, il faut aller doucement. Ouais. Ouais, moi, j'ai tendance un peu à l'électrochoc. Et, Oui. ouais. En impro, en fait, quand on est improvisateur, on n'a pas peur de se risquer, de s'engager physiquement, de foncer. Et dans l'entreprise, non, non. On a une posture, on a une réserve, on a gros à perdre. Donc, c'est pas si évident. Complètement. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oh, ben je vais dire oui, je vais dire oui, mais pas c'est vrai, pas avec n'importe qui. Ça dépend vraiment du moment. Moi, j'ai annoncé en sketch un déménagement, et un déménagement pas cool, Ouais. donc c'est possible. En revanche, je ne me vois pas annoncer des licenciements. Ah d'accord, Non. donc il y a des choses que tu refuses. Non. Mais j'ai un module qui marche, je crois que c'est un de ceux qui marche le mieux, pour la lutte contre le sexisme au travail. Donc c'est quand même un sujet grave et qu'on traite par l'humour. Parce que j'ai vu quand même beaucoup
de séance, c'est pas bien d'être sexiste, et bon, bah d'accord, enfin qu'on a dit ça. Et moi, dans mon module, en fait, c'est un module mixte, et je fais dire par les femmes des horreurs à des hommes. Enfin, des horreurs, ce que les femmes... Les ouais, rôles. j'inverse les rôles. Donc c'est, il te va très bien ce petit jean, tu devrais le mettre plus souvent. Ouais. Ou, et voilà, c'est pour moi que tu fais cette tête-là. Et on s'aperçoit que les hommes sont scotchés quand ils entendent ça, ça les tétanise. Alors il y a ceux qui disent, c'est pas vrai, on vous dit ça, ben oui, donc ils prennent conscience. Et donc l'idée c'est qu'ils répondent, et qu'ils répondent avec humour. Donc on travaille sur, plutôt que de dire, mais enfin c'est très sexiste ce que tu m'as dit, tu te rends pas compte, de répondre avec un petit peu d'humour, pour que l'autre prenne conscience que ce qu'il a dit, c'est une énormité, ou ce qu'elle a dit, après tout, et puisse changer, parce que l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Donc ça, sexisme au travail et humour, je pense que ça fonctionne très très bien. Mais bon, il y a des sujets, franchement, assez touchy. Hein. Mais encore une fois, c'est une question de confiance. Si on a installé la confiance et qu'on est dans l'autodérision, qu'on est capable, non pas de se moquer, mais de se moquer de soi-même, tous les sujets peuvent passer. Même les licenciements, ça c'est vraiment touchy. Non, parce que les licenciements, ça a tellement de conséquences personnelles, dans la vie, dans le projet de vie, que... Puis c'est personnel. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. En plus, il n'y aurait pas une blague qui marchera pour tout le monde. Mais au contraire, alors du coup, si on ne l'applique pas au licenciement, est-ce qu'on peut l'appliquer en cas de restructuration d'équipe? Surtout. Ben oui, puisque justement, ça crée du lien. Donc ouais. alors là, j'ai eu récemment des équipes, alors vraiment de briques et de broc qui avaient été réunies, et le manager qui me dit, bon, ben moi, je ne sais pas par quoi commencer. Parce Puis il y en a qui sont commerciaux, il y en a qui sont techniciens, il y en a chefs de projet, enfin, il y a de tout. Et en fait, c'est le jeu. Par le jeu, ça réunit les gens, tout simplement. Quand on est ensemble et on rit ensemble. Rien que ça fait un trait d'union. C'est marrant parce qu'on revient quand même à ta définition où tu disais que l'humour c'était cérébral. J'ai l'impression qu'il y a ce côté décalé qui est nécessaire, mais il y a aussi ce côté raffiné qui l'est d'autant plus, qui permet finalement de faire avancer les choses dans un projet. Ben oui, et c'est aussi... quand on utilise les outils de communication, ça peut avoir des effets très très puissants, très, très immédiats. Par exemple, il y avait 2 équipes de services après-vente, une en Inde et une en France, qui ne s'entendaient pas. Tu avais l'équipe indienne qui envoyait des mails avec des petites fleurs en signature, que votre journée soit pavée de fleurs avec des signatures, et le service après-vente français qui balançait, oui, on attend la pièce détachée, quand est-ce que vous allez nous l'envoyer? Donc les Indiens ne supportaient pas la dureté des messages français, et les Français trouvaient ridicule les messages avec des petites fleurettes. Donc en fait, je les ai fait travailler sur un slogan qui devenait, pour ne pas les nommer, HP Krishna, et donc ils s'obligeaient à utiliser les codes de communication des Indiens pour demander des pièces. Donc ils s'obligeaient à rajouter des fleurettes et des formules de politesse. Et du coup, les Indiens ont vu qu'il y avait un changement, et ils ont accéléré, parce qu'ils leur demandaient en fait d'accélérer le traitement de leurs demandes. Ils ont accéléré le traitement des demandes. Donc ça a été efficace. Donc c'est surtout une question de forme en fait. Oui, donc c'est ça. Donc quand tu disais l'humour est aussi un trait d'esprit, donc on a décortiqué ce qu'il y avait dans la communication qui était très différent et qui bloquait en fait. Donc ça, est-ce que... Oui, si, on a fait de l'humour, parce qu'on a quand même beaucoup ri. Puis donc à la fin, on appelait ça... On chantonnait. Oui, c'est ça. Et puis peut-être qu'on trouve finalement que les petites fleurs, c'est mignon. Ouais, ça passe. Ça passe, quoi. Et pareil, mettre par exemple, dans une autre entreprise, c'était comment ça, on avait changé les... J'avais proposé de mettre des hashtags dans le corps des mails. Donc déjà, ça permettait de retrouver. Et de mettre, par exemple, super, super, pas urgent. Ou alors, un peu pour demain.
Donc en fait, en blaguant sur les formules, mais ça qualifiait le degré d'importance et d'urgence du mail. Ok. Donc c'est des petites choses, mais je pense que c'est pas mal. C'est comme en début de réunion de dire le dernier arrivé fait le compte rendu. En fait, les gens se bousculent après pour pas arriver le dernier, pour pas faire le compte rendu. Donc oui, ça c'est peut-être un peu gamin, mais ça fonctionne. Oui. On est tous des grands enfants en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites à l'humour? Oh, c'est très classique, c'est la moquerie, Ouais. la méchanceté. Ouais, il y en a pas mal, hein. Toujours pareil, si on est dans l'autodérision, justement, on s'associe à ce qu'on dit, donc on en fait partie de ce dont on se moque, donc ça va. Mais si on désigne quelqu'un qui peut être reconnaissable, non, c'est catastrophique. Et la méchanceté, faire du mal à rire de quelqu'un, non, ça c'est inacceptable, c'est inacceptable. Mais je crois que pour ça, les gens s'autorégulent. Ils prennent conscience? Oui. Oui, je pense. Mais enfin, la réponse à ta question, les limites, c'est ça, moquerie et méchanceté. Mais sinon, cynisme, sarcasme, ça passe. Hein. Humour noir, trash, moi j'aime bien tout ça. Oui. Il faut aller loin pour vraiment, vraiment rire. Oui. Après, c'est vrai que l'humour trash, ça peut être un peu aussi borderline, on ne sait pas trop, selon la sensibilité de chacun. Donc, il faut vraiment connaître son terrain, j'ai l'impression, avant de pouvoir l'appliquer. Oui, si on fait une blague sur le handicap avec des handicapés, je dirais un groupe de handicapés, de gens en situation de handicap, ça passe, parce qu'on est dans un safe place, on sait qu'on est là sur le sujet du handicap. Si on est dans une pièce où il y a 1-2 personnes en situation de handicap qui ne se voient pas forcément, et là, ça peut faire mal, quoi. C'est catastrophique. Bon, là, c'est un peu aussi coup de chance, hein. C'est l'histoire de Coluche avec « Et vous trouvez ça drôle ?» Ça me parle pas. Oui, c'est une histoire de trompe d'éléphant, enfin bon, bref. Mais voilà, c'est aussi jackpot, quoi. C'est faire un flop, hein, ça arrive aussi, hein. Oui, parfois le flop est drôle. Ah bah oui. Oui. On s'en souvient longtemps. Oui. Ça devient la running joke après. J'avais une question pour revenir à tes ateliers. Tu disais que c'était participatif et ça dépendait finalement de la volonté des gens. Qu'est-ce que tu fais des gens qui ne veulent pas participer? Est-ce qu'ils sont nombreux? Alors, je dis toujours au démarrage des ateliers que rien n'est obligatoire. Il y en a qui peuvent juste observer. Et on s'aperçoit que ceux qui disent « Ah non, moi, alors l'impro, surtout pas », c'est souvent ceux qui en demandent après. Franchement, c'est incroyable. Et à l'inverse, ceux qui sont fanfarons, moi, c'est pas toujours les meilleurs. Donc après, ils sont un petit peu en retrait parce qu'ils ont vu qu'ils se sont pris, qu'ils n'ont pas été forcément les super meilleurs. Et les tout timides se révèlent. J'ai eu une expérience récemment de recrutement de jeunes. Ça s'appelle Emploi Games. Et donc, on recrute, c'est vraiment une foire qui dure toute une journée avec des ateliers sur des soft skills. Et donc, moi, je m'occupais de l'humour. Et j'avais des groupes avec des... Je me souviens d'un jeune tout rabougri, tout timide dans son coin, et puis d'autres beaucoup plus grande bouche. Voilà, ils voulaient y aller sur l'exercice. Et le petit, là, s'est révélé, mais quelqu'un de super doué. En fait, tout le monde a ressenti ce qu'il avait proposé. C'était génial. Donc, je dirais que ça permet quand même de dévoiler des talents immédiatement. Encore une fois, c'est sur le champ. Ça ne va pas être d'effet retard, c'est sur le champ qu'on se rend compte, qu'on prend conscience, qu'on fait rire ou qu'on émeut. Et c'est un véritable atout. Ouais. Ah oui. Parce que c'est vrai que dans ton cas, alors on en a parlé au téléphone, mais du coup, avant tu faisais du droit, tu étais vraiment dans un autre domaine avant de faire rire, mais ça a toujours été ta passion. Je pense aux jeunes diplômés, à ceux qui veulent changer de voie. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant lors d'un entretien d'embauche, par exemple ? Parce qu'on voit finalement que dans le monde du travail, une fois qu'on est bien installé, etc., c'est quelque chose, si c'est bien fait, qui se transforme en véritable atout. Est-ce que quand on est vraiment en amont du projet, c'est quelque chose qu'on doit tout de suite montrer ou qui se fait aussi progressivement?
Alors, c'est ni tout de suite montrer, ni forcément trop attendre. Ça dépend de qui tu es en face de toi. Parce que si la personne est super rigide et que tu risques l'humour, ça peut être catastrophique, bloqué complètement. Si à l'inverse, la personne te met en confiance, c'est toujours pareil, quoi. Si tu sens que la personne est bien aussi à l'aise, te détend, te met dans une situation de détente, voilà, tu peux montrer toutes tes facettes, y compris celle de l'humour. Moi, je pense que le sens de l'humour est de plus en plus un critère de recrutement. C'est une soft skill du coup. Oui. Ça, je vois vraiment une nette différence depuis 2011. D'accord. Ah oui, c'est très bon signe. C'est très très bon signe. C'est bon pour le business Oui, aussi. oui, exactement. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour les gens finalement qui voudraient mettre un petit peu plus d'humour dans leur entreprise ou dans leurs équipes ? Ça peut être des livres, des vidéos, des films. C'est vrai que je suis repassée The Office, mais ça date un petit peu, donc je recherche... les ouvrages sont souvent fastidieux sur l'humour. En revanche, des BD absurdes, moi je sais qu'il y en a une en ce moment que j'adore, c'est Fab Caro. Ok. C'est plus sur la société que sur l'entreprise. Il y a La mine du coach, c'est un consultant en organisation RH, Jean-François Milon, qui a une BD vraiment sur l'entreprise. Il y a Gabs aussi, dessinateur, qui ont un regard décalé sur le management d'entreprise. Ah oui, ils sont très bons. Des ressources, sinon, non, du YouTube. Regardez aussi toutes ces... toutes les petites vidéos de coachs, de consultants RH qu'il y a sur YouTube qui sont ridicule. Donc, pour pouvoir prendre du recul sur ce qu'il ne faut pas faire, ça peut mettre une bonne ambiance. Et non, mais voir des films drôles, parce qu'encore une fois, plus on rit, plus on vit longtemps. Hein, donc, c'est quand même c'est quand même bon calcul, ça. Faut pas l'oublier, Et enfin, dernière question, quelle personne souhaiterais-tu entendre sur ce podcast ? Eh bien, j'ai pensé à une jeune femme très brillante qui s'appelle Gaëlle Roudot, qui est consultante, qui est formatrice, qui est peut-être coach, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui dessine des sketch notes. Donc, elle prend pendant les réunions, les séminaires, les conférences, elle fait des dessins reproduisant ce qui se dit. Elle est vraiment très talentueuse et vraiment brillante. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressant à suivre. Ok, super. Michel, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. C'était super. Est-ce que t'as ri ? Oui. Bon, c'est gagné. C'est gagné. C'est la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner sur les plateformes. On est également très preneuse de commentaires et de mails. D'ailleurs, on en profite pour remercier Adeline, Salomé STZ, Coucou du 78 et Yogi Yogum pour leurs encouragements et leurs compliments. À très vite et profitez bien de ce long week-end.